Salut tout le monde, bienvenue à cette autre édition du Lab Secret, aujourd'hui en direct de l'Assomption. Bonsoir tout le monde! Bonsoir! Mon Dieu, soir dans une réunion des AA. Bonsoir, bonsoir. Ce soir à l'émission, on vous parle plein de choses intéressantes. Parce que c'est l'Halloween, on a décidé de faire ça ici, dans un palais hanté. Oui. Il y a bien sûr la gang du Lab Secret qui sont ici ce soir, des gens qui sont venus assister à un party, qui ont décidé d'arrêter pour savoir de quoi on allait parler. De quoi on va parler aujourd'hui? Ben, en fait, on va parler, on aura ce fameux bloc nouvelle comme à l'habitude. Et on aura, j'ai proposé pour aujourd'hui de parler de, parce que c'est l'Halloween, comme tu le mentionnes, et qu'est-ce que l'on fait à l'Halloween après que les enfants aient couru l'Halloween, chercher. On peut également regarder un bon film d'horreur avec du popcorn. Alors, je te propose 5 films, en fait 3 d'entre eux, 5 films d'horreur, qui, à mon avis, valent le détour pour qu'on les regarde. Mais 3 d'entre eux sont inspirés de faits réels, donc je te parlerai de ces films inspirés de faits réels. Merveilleux. Voilà. J'aime encore mieux ma suggestion. Okay. Commençons avec le bloc nouvelle. Au Lab Secret, on vous parle des nouvelles à chaque semaine et mon background en effets spéciaux me pousse à te parler aujourd'hui d'une belle gang de fous, je vous dirais, des gars de Orlando avec qui j'ai eu contact l'an passé. Des gars qui créent des effets spéciaux, mais pour toi et moi et pour les gens qui sont dans la salle. Ils font ce qu'ils appellent des décorations numériques. Ce sont carrément, je vais te montrer d'ailleurs les images, c'est vraiment hallucinant. Ce sont finalement des images vidéo de fantômes, de morts vivants et tout ça que tu peux projeter sur ton mur. Mais tu peux faire plus que les projeter sur ton mur. Comme tu le vois là, ils sont comme dans l'embrasure d'une porte, comme s'ils apparaissaient dans le vide, pour la simple et bonne raison que Atmos FX, d'ailleurs les détails sur atmosfx.com, offre des produits, des tissus de projection. On va les voir dans quelques instants pour permettre finalement, on voit d'ailleurs les tissus de projection présentement, ça se vend une quarantaine de dollars, comme les DVD d'ailleurs ne se vendent pas si cher non plus, 39,95. On voit dans la cour, c'est super agréable. C'est le genre de choses qui changent la routine, je te dirais. Ouais, on ne voit pas ça dans les maisons habituellement. Même cette espèce de, ce qu'appelle le 3D prop, l'espèce de forme en 3D, te permet de projeter sur cette forme-là, qui a l'air d'un mannequin debout, et donne l'impression qu'il y a quelqu'un qui se tient debout et qui peut te faire peur. Voilà, juste ce que vous allez me dire. C'est intéressant, c'est le fun, mais l'Halloween est terminé. Ils font également une version de ça pour Noël aussi. Donc, ça vous tente de faire apparaître le Père Noël à vos enfants dans le couloir, comme s'il était dans le vide. Tu peux le faire grâce à ces décorations numériques, c'est le terme qu'on leur a donné. Alors, 2 façons de les acheter. Vous allez en ligne sur atmosfx.com. Tu peux-tu faire apparaître des cadeaux? Oui, le Père Noël peut faire apparaître des cadeaux. Non, mais c'est super trippant parce que tu peux projeter dans ta fenêtre l'image de soit d'un fantôme qui passe ou de quelqu'un qui se fait décapiter. Je l'ai fait il y a 3 ans, d'ailleurs. Mon ami Hugo l'a vu en ligne parce que je l'ai mis en ligne. Et la police s'est présentée chez toi? Non, oui, pour récolter des bonbons, il faut tout le temps ça. Okay. Mais on l'avait fait chez nous. Quand les enfants entraient dans la maison, on leur servait des bonbons, puis derrière moi, il y avait un drap blanc. Et pendant qu'on jasait, il y a une gang de zombies qui venaient se pitcher dans le drap par en arrière. Il y a 2 enfants qui sont sortis en criant de la maison et une maman qui m'a dit « Fais plus jamais ça ». Alors, je ne l'ai plus jamais refait. Moi, je suis descendu chez moi, j'ai un condo sur 2 étages et je descendais de la mezzanine avec un masque dans le visage et une citronçonneuse. Ça aussi, ça avait un effet bœuf. Écoute. on se sent le bienvenu chez toi. C'est agréable, ça. Ouais. Donc, disponible en ligne sur atmosfx.com. OK. Tu nous parles de... Mais moi, je vais te parler d'une curieuse histoire. Tu sais qu'on parle beaucoup présentement, la théorie des anciens astronautes. Oui. Donc, cette idée que des extraterrestres nous auraient visités dans l'Antiquité, auraient laissé derrière nous des preuves irréfutables de leur présence, est très à la mode. C'est curieux parce que c'est une histoire qui a été surtout développée dans les années 60. Il y a eu une sorte de période de calmie. Et là, c'est vrai qu'il y a des émissions spécialisées qui tournent autour de ça et qui ramènent le sujet. Et là, j'imagine que pour les tenants de l'hypothèse des anciens astronautes, la nouvelle que je vais te présenter va certainement les régaler. Oui. Donc, l'affaire se passe, en fait, dans la région, ça se passe en Roumanie, dans la région de Cluj. Et voilà que le Musée national de Cluj vient de mettre en vitrine, finalement, un objet qui a été découvert il y a à peu près 40 ans. Mais il faut dire qu'à l'époque, la Roumanie, là on voit le musée national d'ailleurs, et c'est là que l'objet en question est exhibé. Il faut dire que dans les années 70, la Roumanie était communiste, et c'est durant des travaux près de la rivière Meurès, que l'on voit ici, qu'on a trouvé ces fameux objets. Donc de quoi il s'agissait? En fait, c'est 3 artefacts
qu'on a retrouvés à peu près à 10 mètres sous la surface du sol. Et ces 3 artefacts, évidemment, on parle ici, au moment où ils sont extraits du sol, on parle de grosses boules de roche, finalement, mais qui visiblement ne correspondent pas à l'environnement géologique de l'endroit. Mais ils sont comme carrés, ils ont l'air d'avoir été travaillés. Mais avant qu'on arrive à cet objet carré, donc on a ces boules de roche. Et là, bien évidemment, on s'interroge sur leur nature. Ces 3 boules de roche vont être envoyées à des géologues dans la ville de Cluj, qui éventuellement vont déterminer que les 2 premiers objets sont en fait des fossiles qui appartiennent à des animaux disparus depuis plusieurs milliers d'années. Okay. Mais c'est le 3e objet qui va frapper, parce qu'il faut toujours se rappeler qu'on est dans un environnement géologique qui date entre 80 000 ans et 250 000 ans. Or, ce que l'on découvre avec le 3e objet, c'est qu'on est en présence d'un objet qui fait à peu près 30 cm sur 30 cm, et cet objet est à peu près 10 cm d'épaisseur. Et là, je vais te montrer des images parce que l'objet est quand même très curieux. Oui. Une fois nettoyé de sa gangue de pierre, on découvre qu'il s'agit de cet objet. On a l'impression qu'il a une encavure au centre. Il a également un trou sur le côté, comme s'il s'agissait d'un morceau d'une charnière. Et cet objet est fait en aluminium. En aluminium? En aluminium. Et là, visiblement, l'objet, on le voit, il a été usiné. Il ne fait aucun doute qu'il s'agit d'un objet usiné. Il faut se rappeler que les objets usinés en aluminium remontent à peu près à 200 ans seulement. Alors, comment expliquer qu'un objet de cette nature puisse être retrouvé dans un environnement géologique que l'on établit entre 80 000 et 250 000 ans? J'avoue. Alors, inutile de dire que les tenants de la théorie des anciens astronautes ont commencé à prétendre, ben voilà, l'objet de Cluj, qui est très mystérieux, doit sans doute être un morceau d'un engin extraterrestre ou X ou Y qu'on a retrouvé, et voilà la preuve. C'est vrai que les experts du musée l'ont mis en vitrine avec un petit carton disant « Sa nature reste pour l'instant inconnue », même si des historiens qui se sont penchés là-dessus croient qu'il pourrait peut-être s'agir d'un morceau d'un avion datant de la Deuxième Guerre mondiale. Mais c'est vrai que cette explication est loin de satisfaire tout le monde, parce que comment expliquer qu'un morceau d'un avion datant de la Deuxième Guerre mondiale peut-il se retrouver à 10 mètres de profondeur dans le sol, dans un environnement géologique qui date de plusieurs millions d'années? Alors évidemment, on a un gros problème là-dessus, et comme on n'a pas l'explication, l'objet demeure pour l'instant un mystère. Bon, écoute, parlant de mystère et de théorie, cette semaine, on a arrêté de vivre dans le mystère. Wikileaks nous a offert encore une fois de superbes courriels qui, bien sûr, ont rapport avec l'entourage de Mme Clinton ou Mme Clinton elle-même. Et cette semaine, on s'est attaqué à John Podesta, qui est un peu son chef de campagne, qui est un passionné d'ufologie également. Oui. Mais juste avant, je vais te montrer deux présidents et un président en devenir qui sont passés au show de Jimmy Kimmel. Tu vas voir que Jimmy Kimmel pose la question sur les extraterrestres exactement de la même façon à Bill Clinton et à Barack Obama, toujours en poste présentement. Les deux ont 2 réponses différentes. On termine avec Hillary Clinton, qui a la même réponse que Bill. On écoute ça et on décortique tout de suite après. If I was president, and I won't be, let's be honest, the first thing I would do after putting my hand on that Bible and taking that oath to serve the country is I wouldn't even probably finish the oath. I would run to the White House. I demand to see all the classified files on the UFOs. Because I want to know. I'd want to know what has been going on. Did you do that? Sort of. Sort of. If I was the president, and it's unlikely that that is ever going to happen. You never know. If I was the president... It was unlikely that I was going to be president. The moment I was inaugurated, my hand would just, it'd still be hot from touching the Bible, and I would immediately race to wherever they have the files about Area 51 and the UFOs, and I'd go through everything to find out what happened. Right. Did you do that? That's why you will not be president. Because that's the first thing that you would do. The aliens won't let it happen. You reveal all their secrets. They exercise strict control over us. Now, you know, there are a lot of people that are going to examine your facial expressions here, every twitch, everything, and say, and of course, so did you look? Did you see? Did you explore? I can't reveal anything. Oh, really? Because President Clinton said he did go right in, and he did check, and there was nothing. Well, you know, that's what we're instructed to say.
if I was president, that's the first thing I do. I go right into those files and see Right. what was going on. Right. And he said that he did do that. Yes. And that he didn't find anything. Well, Oh. I'm gonna do it again. Yeah, why not? Right? And you know, there's a new name. It's unexplained aerial phenomenon. Unexplained aerial phenomenon, Yep, really? Yep, UAP. That's the latest nomenclature. I So- like the old one. I like UFO. I don't know why. Well, I think we can use them interchangeably, but I would like us to go into those files and hopefully make as much of that public as possible. If there's nothing there, let's tell people there's nothing there. What if there's there is something there? Well, if there is something there, unless it's a threat to national security, I think we ought to share it with the public. Oh, on termine ça en se sauvant parce que regardons les dernières phrases qu'a dit Mme Clinton. Si Hillary Clinton est élue, elle va demander la déclassification de tous les documents détenus par le gouvernement américain. Et s'il n'y a rien, bien, ils vont dire aux gens, s'il y a quelque chose, il faudrait le partager avec le public, sauf si c'est une question de sécurité nationale. C'est quoi une question de sécurité nationale? C'est n'importe quoi, c'est tout et c'est rien. Effectivement, c'est un échappatoire assez facile. Oui, oui. Parce qu'il faut se rappeler que, bon, Bill Clinton dit, j'ai regardé les dossiers sur les ovnis, les trucs sur la zone 51. Oui. Il dit même, à un moment donné, dans une entrevue, je ne me rappelle plus si c'était à Jimmy Kimmel, mais dans une autre entrevue, qu'il avait même envoyé des délégués à la zone 51. Oui. Et la zone 51, il faut d'abord savoir qu'est-ce que c'est. C'est une base militaire ultra secrète qui se trouve au Nevada, à peu près à 3 heures de route de Las Vegas, vers le nord-ouest. Et cette zone-là, évidemment, depuis les années 50, est devenue un centre de développement en avionique excessivement important. Il faut quand même se rappeler que c'est de cette base de la zone 51, Ouais. au milieu du désert, inaccessible à peu près. C'est de cette base-là qu'est né l'avion espion U-2, par exemple. Oui. C'est là également qu'on a développé toute la technologie des avions furtifs, le F-117A Stealth Fighter, l'avion bombardier B-2. Ces Donc, avions sans pilote, entre bon, autres. également, les drones, Oui. ces dernières années, ce sont les fameux drones qu'on a développés. Donc, c'est une base excessivement importante dans la stratégie militaire américaine. Donc, Bill Clinton dit, j'ai envoyé des délégués là-bas. Ils ont découvert que finalement, on ne travaillait que sur des appareils militaires, des avions, des drones. Qui dit? Ouais, et voilà, il dit rien là-dedans de Non, très mystérieux non. parce qu'il y a une légende dans le milieu des ovnis qui voudrait que dans cette base de la zone 51, Ouais. on y aurait récupéré des ovnis, dont notamment l'ovni qui aurait craché à Roswell en Oui, 1947. la fameuse autopsie là, Voilà, qu'on a donc vue, on aurait amené cet ovni-là à la base de la zone Ouais. 51. Et il n'est pas le seul. D'autres ovnis se seraient écrasés aux États-Unis. C'est curieux, ça se produit. L'écrasement de l'ovni est toujours dans un lieu inaccessible. Ça se produit jamais dans la cour de Mme Urtibise au Jamais. milieu de la ville. tu sais. Donc, mais bref, tous ces appareils-là auraient été récupérés et envoyés sur la base de la zone 51. Et là, c'est un peu la rumeur que les ufologues entretiennent. Clinton dit, j'ai envoyé des gens là-bas. Oui. Ils ont vu qu'on travaillait sur des avions, mais ils n'ont rien trouvé sur les ovnis. Et c'est vrai que quand tu parles de sécurité nationale, Oui. Clinton et d'autres avant lui, d'autres présidents américains se sont intéressés à cette question des ovnis. Je te rappelle qu'en 1969, par exemple, Jimmy Carter a vu un ovni alors qu'il était gouverneur de Georgie. En fait, il était en campagne pour devenir gouverneur de Georgie. Il a rempli un rapport officiel en ce sens. OK. Et il a dit, lorsqu'il a gagné les élections en 1976, il disait, si je suis élu président, je rendrai public les dossiers sur les ovnis. Mais rien ne s'est produit à ce sujet-là. Ah, ben. Et quand tu parles de sécurité nationale, c'est vrai qu'à quelques reprises, depuis le milieu des années 70, de nombreux groupes de recherche sur les ovnis ont demandé au gouvernement américain de rendre public leurs dossiers sur les ovnis. Et ce qu'ils ont fait en grande partie, il Oui. faut se rappeler que ce n'est pas, ce n'est plus ce secret qu'on entretenait autrefois, autant du côté du gouvernement américain, du gouvernement britannique, français et autres. Aujourd'hui, la plupart de ces dossiers, le FBI, la CIA, Oui. l'US Air Force, ont rendu public une grande partie de leurs dossiers qu'on peut télécharger sur le web. Oui. Mais c'est vrai qu'un certain nombre de ces dossiers demeurent inaccessibles. Et j'ai en tête, par exemple, un truc de la NSA où des groupes civils avaient demandé, parce que la NSA, c'est la National Security Security Agency. Ah, Agency, C'est un- j'avais Airlines en Agency tête, et excuse-moi. Airline, non, c'est rien à voir. Non, Et c'est- Alliance, Ah, OK. pas Airlines. Je suis niaiseux, mais pas tant que ça. Donc, la NSA, la National Security Agency, d'ailleurs, dont l'existence n'a été reconnue que tout récemment. Hein, il y a 20 ans, quand on parlait de la NSA, c'était No Such Agency. OK. Donc, l'agence qui n'existe pas. Voilà, exactement. Mais on avait découvert des documents qui étaient sur les ovnis, qui avaient intéressé la NSA. OK. Et on avait demandé, des groupes civils sur les ovnis avaient demandé de rendre public ces dossiers-là. Ouais. Et parce que, bon, il y avait toute cette volonté de rendre tout public, on n'avait rien à cacher. Et éventuellement, crois-le ou non,
Ces documents-là ont été vus par un juge. Donc, OK. la NSA a donné ces documents-là au juge. Le juge a regardé les documents. Il ne les a pas regardés physiquement, il les a regardés par caméra. Donc, la NSA, tu t'imagines comment ça se passe? On a le juge dans sa salle. Non. Non, voilà. C'est pas ça qu'il a Donc, fait? tu as le juge qui est dans son bureau, et là, par une caméra des bureaux de la NSA, il y a quelqu'un qui lui montre des feuilles de papier. Et finalement, après avoir vu les feuilles de papier, le juge a rendu sa décision et dit c'est vrai que ça concerne la sécurité nationale. OK. Mais il n'a jamais rendu public le pourquoi ça concerne la sécurité nationale. Mais tu comprendras, il y a deux hypothèses à ça. Ou bien les amateurs d'OVNI diront c'est parce que c'est le smoking gun. Oui. C'est la preuve que les extraterrestres sont là. Mais d'un autre côté, les gens plus sceptiques diront attention, peut-être que le document contient des informations sur la façon dont la NSA fonctionne ou la façon dont la NSA obtient ces informations. Par exemple, on pourrait dire que l'information a été transmise par un de leurs agents en poste, par exemple, au KGB ou ailleurs. Donc, évidemment, les espions, tu aurais bien compris, ça n'existe que dans les films de James Bond. Exact. Donc, ça n'existe pas dans la réalité. Donc, que contient ces documents? On ne le sait pas, mais tu auras bien compris que dire c'est la sécurité nationale, ça devient un échappatoire extraordinaire. Exactement. Et ce qui est le fun, c'est que derrière Mme Clinton, la raison pour laquelle elle va encore une fois au-devant, elle dit qu'elle veut libérer tout ça, il y a un certain John Podesta. D'ailleurs, l'article ici en parle. Si elle est élue, Hillary Clinton va révéler tous les secrets sur les extraterrestres. C'est le magazine Pix Geek qui en a parlé il n'y a pas si longtemps. Et qui est derrière? C'est John Podesta. D'ailleurs, on en parle ici. Un ufologue derrière la candidate. Et si je recule la photo, effectivement, il y a un ufologue derrière la candidate. La façon dont la photo est prise, c'est exactement ça. Mais ce qu'il faut savoir également, c'est que John Podesta a beaucoup d'amis. C'est un ufologue, c'est un gars qui tripe sur les extraterrestres, mais également, c'est un gars qui se tient avec des personnes... Il y a quelqu'un qui a échappé son entier. John Podesta se tient entre autres avec un astronaute qu'on a connu sur Apollo 14. Rappelle-moi, c'est qui déjà? Edgar Mitchell. Edgar Mitchell, excuse-moi. Et cette semaine, Wikileaks nous a fait parvenir d'excellents échanges courriels entre Edgar Mitchell et John Podesta. Et dans ce courriel que Wikileaks nous a présenté, écoute bien, souvenez-vous, c'est ce que lui aurait dit. Là, c'est Edgar Mitchell qui écrit à John Une Podesta. intelligence extraterrestre non violente venue de l'univers veut nous aider à maîtriser l'énergie du point zéro sur Terre, mais ils ne toléreront aucune forme de violence. Donc, si Hillary Clinton est en poste à partir du 8 novembre prochain, on risque d'en savoir un peu plus. Et pour certains, l'article se termine comme ça, de façon apocalyptique. Selon eux, en cas de victoire, vous n'aurez plus qu'à investir dans l'aluminium et dans un fusil de chasse. Pourquoi l'aluminium? Regarde la photo. Pour avoir un beau casque en aluminium pour être certain que les ondes Comme dans ne le nous film pénètrent pas. Sign. Exactement. En fait, c'est un extrait du film 5 qu'on vient de voir il y a quelques instants. Donc, en fait, tu sais que ce Edgar Mitchell, c'est un peu la grande problématique. C'est-à-dire qu'on capitalise beaucoup dans le domaine des ovnis. On capitalise souvent sur le passé d'un individu. Ouais. Bon, Edgar Mitchell est un astronaute de la mission Apollo 14. C'est lui qui pilotait le LEM lunaire. Et c'est un individu, on l'a bien compris, c'est un individu hors norme. Ouais. Les astronautes des missions Apollo étaient non pas des hommes, mais pratiquement des surhommes. Oui. Et cet Edgar Mitchell fait partie de cette race de surhommes. Mais c'est vrai qu'on parle ici d'une mission qui date du début des années 70. Ouais. On parle de 1972. Et Edgar Mitchell, c'est 71-72 pour la mission Apollo 14. Et Edgar Mitchell, tu sais que c'était déjà à l'époque, c'était un peu l'enfant terrible de la NASA. OK. Ce type-là s'intéressait, par exemple, à la parapsychologie. Durant la mission vers la Lune, il a tenté de faire une transmission de pensée, une expérience de télépathie avec des collègues restés sur Ça a Terre, du sens. qui a d'ailleurs échoué complètement. Ah ben. À son retour de l'espace, éventuellement, il a quitté la NASA. Il a créé l'Institut néolithique qui s'intéressait, par exemple, l'Institut néotique, qui s'intéressait à la parapsychologie. Il s'est beaucoup intéressé à ces sujets un peu limites qui, à l'époque, étaient un peu méprisés par les milieux scientifiques. Donc, c'est un peu un enfant terrible qui va un peu à contresens des courants scientifiques. Donc, jusque-là, pas de problème, et tant mieux pour nous, on a un vrai scientifique qui prend position dans ces sujets un peu limites. Mais lorsqu'arrive la question de parler des extraterrestres, c'est vrai que depuis une dizaine d'années, bon, Edgar Mitchell est décédé, je crois, en début d'année, Edgar Mitchell tenait des discours assez flamboyants. C'est un électron libre, disons ça comme ça. Voilà, électron libre, et là, il disait, voilà, oui, les extraterrestres sont là, ils sont autour de nous. Le problème, c'est quand on demandait à Mitchell d'où il tenait cette information, est-ce que lui, comme astronaute, avait jamais vu quelque chose qui allait dans ce sens-là? La réponse est non. J'ai jamais vu d'OVNI, je connais pas personne qui en... Attends, il connaissait quelqu'un? Mais voilà, Ah. il disait, je connais quelqu'un, qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un, en qui j'ai confiance, OK. et qui m'a dit que c'était vrai. Attends, qui dans la salle connaît quelqu'un qui a déjà eu un phénomène paranormal? Levez la main.
90% de la salle. Voilà. Alors, tu comprends que Donc, c'est pas... c'est ça le problème d'Edgar Mitchell. Et souvent, donc, les amateurs d'OVNI nous citent Edgar Mitchell en nous rappelant que c'est un astronaute d'Apollo 14, pas de problème. Ouais. Mais ça l'empêche pas, par exemple, d'avoir ses lubies, de raconter des trucs qui sont énormes. Sans preuve à l'appui, on peut raconter n'importe Ouais, quoi. Je suis d'accord avec toi. Il te reste une dernière nouvelle? Ben oui, écoute, puisqu'on est dans le domaine des extraterrestres, on a une nouvelle cette semaine qui a fait beaucoup jaser. En fait, c'est une publication dans un journal scientifique, la Publication of Astronomical Society of the Pacific. OK. Donc, c'est une publication tout à fait sérieuse. Donc, on regarde ici, on a la dite publication. Ça concerne, en fait, c'est un rapport émis par 2 scientifiques de l'Université Laval. Donc, ça nous touche d'assez près. Oui. Et il faut le dire, on parle ici de signaux radio extraterrestres. OK. Donc, ces scientifiques affirment avoir découvert des signaux radio extraterrestres. 2 Québécois. 2 Québécois. Oui. Je ne te cacherai pas que tu sais que depuis une vingtaine d'années maintenant, cette idée de la recherche de signaux radio extraterrestres, et là, qu'on pense simplement à des trucs comme la rencontre du troisième type, bon, oui. bien sûr, ça fait fantasmer. Donc, depuis les années 70, on fantasme sur la présence de ces extraterrestres, et on a, depuis la découverte, en fait, d'exoplanètes, hein, donc des planètes qui gravitent autour de d'autres systèmes solaires, autour de d'autres soleils, parce qu'il ne faut pas se le cacher. Il y a 20 ans, rappelle-toi, Éric, on ignorait si notre système solaire était un modèle unique ou si c'était le modèle de base. Donc, à l'époque, on avait notre Soleil, 9 planètes qui gravitaient autour. Pluton était encore une planète à l'époque. Avant qu'on la recale. Avant qu'on la recale. Et là, maintenant, donc, on avait ce système-là et les astrophysiciens supposaient que dans l'univers, les autres étoiles devaient elles aussi avoir des planètes autour. Mais on n'avait aucune preuve de ça. Et aujourd'hui, grâce à l'avènement de nouvelles technologies, on a pu déterminer qu'il y avait, en fait, que le modèle sur lequel nous, on était en fait le modèle de base. Il existe à travers l'univers des millions, sinon des milliards de soleils autour desquels gravitent des planètes. Et qui plus est, on en a maintenant observé plus de 3000 de ces exoplanètes et une cinquantaine de ces exoplanètes sont assez proches de leur soleil pour avoir de l'eau à l'état liquide. Et qui dit eau à l'état liquide, dit peut-être des formes de vie. Ouais. Et comme certaines d'entre elles sont des millions de fois plus vieilles que la Terre, il pourrait y avoir des civilisations qui se sont développées également là-dessus. Alors, je t'en reviens à ma nouvelle. Donc, jusqu'à maintenant, on sait que cette recherche de signaux radio extraterrestres existe depuis les années 60. Oui, le projet SETI, le Search for Extraterrestrial Intelligence. Je vais l'écrire dans le bas de l'écran. Search for Extraterrestrial Intelligence. Voilà. Et pour la plupart des auditeurs, des téléspectateurs qui nous regardent, ils ont découvert ce projet-là à travers le film Contact avec Judy Foster. Oui. Donc, c'est cette idée de capter des signaux radio extraterrestres. Jusqu'à maintenant, on n'en avait jamais capté un seul de suffisamment intéressant. Un bref instant, dans les années 70, on a capté un signal, le signal WOW, dont on avait déjà parlé, mais qui aujourd'hui a été un peu recalé. Et là, voilà que nos 2 scientifiques, et là, quand je parle de scientifiques, c'est pas les moindres, on parle du docteur Borah, Hermano Borah, qui est professeur au département de physique de l'Université Laval, et d'un jeune étudiant avec lui, Éric Trottier, qui était étudiant au doctorat. Ces types-là ont étudié quelques 2 500 000 étoiles. En fait, il faut savoir qu'il y a un catalogue à partir d'un radiotélescope au Nouveau-Mexique qui observe le ciel, qui est essentiellement dédié à ça, observe les objets lumineux dans le ciel, les étoiles, et va établir certaines longueurs d'onde pour ces fameux signaux, ces fameuses lumières. Et donc, nos 2 scientifiques se sont penchés sur quelques 2 500 000 étoiles, et de ces 2 500 000 étoiles, ils en ont observé à peu près 230, 234 pour être précis, qui ont des longueurs d'onde qui émettent un faisceau de manière régulière et dont la longueur d'onde, lorsqu'elle est traduite en longueur en hertz, correspond à peu près à ce à quoi on devrait s'attendre pour un signal radio extraterrestre. Donc 230 sur plusieurs millions, c'est assez pour se poser la question. Voilà. Et pour eux, d'ailleurs, il faut dire que le docteur Borah, à qui j'ai parlé jeudi dernier, tient à mettre un bémol. Hein? C'est-à-dire, c'est vrai que là, les journaux se sont enflammés autour de ça parce qu'on a lancé le fameux mot magique extraterrestre. Mais lui-même dit, attention, c'est une hypothèse. Là. Il y a d'autres possibilités et on ne peut pas faire cette conclusion-là avant d'avoir étudié et remis en question. Parce que c'est la méthode scientifique. On présente quelque chose, on publie un papier, on est critiqué et à ça, on retourne à notre planche à dessin, on se redresse les manches, on remonte les manches et on se remet au travail. Et ce que lui dit, c'est que jusqu'à maintenant, c'est une hypothèse, c'est 200... Il y a une anomalie, entendons-nous, il y a une anomalie avec ces 234 étoiles. Eux
exclut la possibilité qu'il puisse s'agir d'une erreur ou d'un artefact qui serait né soit de l'observation ou soit de la collecte des données. Ça, pour eux, c'est clair que ce n'est pas de l'observation. Est-ce qu'on élimine l'interférence aussi? Oui, ça aussi, ils éliminent l'interférence. Donc, à partir de là, on a une anomalie qu'on n'arrive pas à expliquer. Cette anomalie semble, on dit bien, elle semble artificielle. Donc, jusqu'à maintenant, elle entretient la possibilité d'un contact extraterrestre. Donc, on imagine de ces étoiles. Et malheureusement, jusqu'à maintenant, personne d'autre s'est vraiment penché sur la question. Le docteur Borah a reçu un appel, on en avait parlé, tu te rappelles de cette histoire de Breakthrough Listen, ce milliardaire Yuri Milner qui s'est engagé au cours des 10 prochaines années. 100 millions à coût de 10 100 millions par année. à 10 millions par année Ouais, pour étudier des signaux radio extraterrestres. Donc, le professeur Borah a reçu un appel de ce Breakthrough Initiative et eux ont lu leur papier. On dit c'est suffisamment intéressant pour qu'au cours des prochains mois, on porte attention à ces 234 étoiles pour essayer de déterminer si oui ou non on est en présence de signaux radio extraterrestres. Mais le professeur Borah se montre très, très prudent. C'est pour l'instant, ça demeure une hypothèse. Ce n'est pas une preuve qu'on a détecté 200 quelques civilisations extraterrestres. Mais c'est une hypothèse, c'est une approche qui est fort intéressante. On se calme. On se calme, voilà. Parce que c'est vrai que les médias se sont lancés là-dessus. Et là, on a trouvé 234 civilisations extraterrestres, mais il y a loin de la coupe aux lèvres. Ben, ça fait le tour? Oui, ça fait le tour. Ben voilà, ça fait le tour de nos nouvelles. Je recommence ma phrase, bouge pas. Ça fait le tour. Ah, ça fait le tour. Attends, tu peux, bouge pas. C'est parce qu'il restait un élément. Juste passer, OK. On fait comme si ça avait passé. Hey. Ça fait le tour. Oh, ça fait le tour! Come on! OK. Ça arrive jamais chez nous en passant, ça. Au lab, pas chez nous. Ça fait le tour. Oh my God, on aurait dû être live, je savais. OK. Oui. Ça fait le tour, Christian. Hey, ça va se ramasser de même en ondes, je vais te le dire. Là. OK, une dernière fois. Ça fait le tour, Christian? Oui, oui. OK, on enchaîne. Alors, mon cher... OK. Ça fait le tour, hein? Ça fait le tour. On parle de... Tu nous fais une espèce de ramassis des meilleurs films à écouter. T'en as écouté des films d'horreur dans ta vie. T'es capable de nous dire... Mais c'est ça que j'aime. Même quand un film, quand la base est molle, comme on dit, là, les faits ne sont pas vrais, même quand c'est un bon film, tu es capable de nous le dire, c'est un bon film de fantôme. Ouais. Ceux que tu nous proposes aujourd'hui représentent quoi dans ta vie? Mais pour moi, ce sont les meilleurs films de fantômes, parce que, bon, on le sait, les phénomènes paranormaux sont devenus une véritable pépinière pour les films fantastiques. Oui, exact. Ouais. Bon, que ce soit les ovnis, que ce soit les fantômes, que ce soit des phénomènes de perception extrasensorielle, c'est une véritable pépinière. Et je te rappellerai qu'à partir des années 80 seulement, on s'est mis à accoler à des films cette notion d'après une histoire vraie. Oui. C'est vrai qu'avant les années 80, il y avait quand même quelques films qui étaient sortis au cinéma ou qui avaient été commercialisés avec la notion d'après une histoire vraie. Oui. Mais il faut vraiment attendre des années 80 pour qu'on dirait que Hollywood se réveille à cette notion que ça devient un élément commercial. Donc maintenant, presque un film sur deux qui sort en salle se dit d'après une histoire vraie, même si souvent on est très éloigné du fait divers qui a inspiré le film. Ouais. En fait, c'est souvent basé sur une histoire vraie, juste pour prendre quelques histoires et après ça extrapoler dans cette Mais c'est vrai que ça fait courir les gens, les spectateurs, les cinéphiles aiment l'idée qu'un tel événement pourrait s'être produit dans la réalité et que ça pourrait aussi leur arriver à eux. Oui. Donc, moi, ce que j'ai choisi aujourd'hui, c'est de te présenter 5 films dont les 3 premiers sont effectivement des films basés sur des histoires vraies. Et souvent, l'histoire vraie est plus fascinante même que l'adaptation cinématographique. Donc, allons-y pour un premier film. Oui. Et ils ne sont pas forcément présentés dans l'ordre, mais mon premier film, c'est, moi, en ce qui me concerne, le meilleur film de fantôme jamais tourné. Et c'est pas récent, là. Et ce n'est pas récent, c'est un film qui date de 1980. Ça s'appelle The Changeling. Donc, en français, c'était L'Enfant du Diable. Ça n'a aucun rapport avec le diable. Encore une fois, on a voulu faire courir les gens avec un titre accrocheur. Et ça a fonctionné. Et ça a fonctionné. Oui. Et c'est un film, vraiment, j'ai vu ce film dans les années 80 et jamais j'ai vu plein de films de fantômes depuis, il y en a d'excellents, Oui. mais aucun film de fantômes ne m'a aussi terrifié que The Changeling.
On vous montre des images, mais juste vous avertir, c'est pas tellement HD. Ça, je voulais vous dire. Oui, et il faut dire, on s'était forcé de trouver les bandes annonces en français, mais malheureusement, comme par exemple dans le cas de Changeling, c'est un film qui date des années 80, même si le film est disponible en français, ou il a été disponible à l'époque en français, tu te rappelles, c'était des cassettes VHS. Là. Non, ça me dit rien. On allait au centre vidéo, mais bon. Donc le film était disponible en français, mais malheureusement, la bande-annonce qu'on a trouvée n'est que la bande-annonce en anglais, mais ça nous met quand même un peu dans le feeling du film. Oui, carrément. On regarde si on vient dans quelques instants. Within this old house live two residents. One of them is John Russell, composer, professor. The other has been dead for over 70 years. Claire, I'd like to talk to you about the house. Did you die in this house? How did you die? Whatever it is, it's trying desperately to communicate. What is it in that house, Claire? What is it doing? Why is it trying to reach me? It's a hand. I'm John Russell. I'm living in your house. Senator, look! Look, I want to show him that! You've got something of the senator's. He wants it back. John? What is it you want? What do you want from me? Many films will frighten you, but only a few can really terrify you. The Changeling, an experience beyond total fear. Très bon. Fait que ça t'a marqué, toi, ce film-là? Oui, effectivement. C'est un film qui est sorti en mars 1980. J'ai pris ici quelques notes. Ça met en vedette George C. Scott, l'excellent George C. Scott, d'ailleurs, qui avait été oscarisé pour le film Patton, je crois. Ça met aussi en vedette Trish Van Devere et Marlene Douglas. Hein, tous ces gens qui sont tombés un peu dans l'oubli après, j'avais dit. à part George C. Scott. Hein? Mais le deuxième, ce qui est le fun, c'est que tu prends toutes les lettres, ça compte double au Scrabble. Trish Van Devere, ça a l'air de prendre ça au Scrabble. Mais ce qui est intéressant dans ce film, c'est que le film est basé sur un scénario d'un type qui s'appelle Russell Hunter. Okay. Et ce que le film, comme le film date de 1980, il n'a pas été commercialisé comme étant basé sur une histoire vraie. Okay. C'était avant que cette notion devienne si populaire. Et pourtant, le film est une expérience vécue par ce Russell Hunter. Donc, quelle est l'histoire de ce Russell Hunter? On va le voir d'ailleurs. Voilà. Bon, donc, Russell Hunter, c'est un individu qu'on voit assis jouant au piano ici. Donc, en 1968, ce Hunter loue pour 200 $ par mois une gigantesque propriété qui s'appelle la Henry Trick Roger Mansion. Et ça se trouve à Denver, au Colorado. Okay. En fait, il est un peu surpris par la location. Hein. On parle de 200 $ par mois, c'est quand même un prix dérisoire. Même pour l'époque? Oui, pour un édifice. Je vais d'ailleurs montrer une photo de l'édifice en question. Donc, tu vois, c'est un immense édifice. Et donc, il loue ça, il est seul là-dedans. 200 $ par mois, c'est extraordinaire. Et là, dès qu'il commence à habiter l'endroit, et pour ceux qui ont vu le film de Changeling, je ne vais pas vendre le punch, mais vous allez retrouver là, des éléments qui sont assez propres au film. Donc, tous les matins, donc le premier mois qu'il habite là, tous les matins, vers 6 heures du matin, Russell Hunter est réveillé par des coups frappés, comme à l'intérieur de la cheminée qui donne dans le foyer de la chambre à coucher. Donc, il est réveillé à 6 heures. Donc, il est réveillé tous les matins par ce bruit fort dans la cheminée. Et même à un moment donné, Russell Hunter se lève et dit « Laissez-moi tranquille ». Il s'arrête.
Pour vrai? Il fait que dire, laissez-moi tranquille, et ça arrête. Mais malheureusement, il a déporté le problème parce qu'à partir de là, les portes se mettent à s'ouvrir tout seuls. Il entend des bruits de pas dans les escaliers, des fenêtres s'ouvrent et se ferment, des meubles se renversent. Donc, toutes sortes de phénomènes mystérieux vont se produire autour de Russell Hunter. Alors, ce qu'il va faire, à un moment donné, il en parle à des voisins et les voisins semblent tout à fait ignorants de ces phénomènes-là. Aucun des propriétaires ou des locataires précédents ne s'est jamais plaint. Il va passer pour un bozo un peu. Voilà, un peu. Et là, voilà que, parce que Hunter, il faut dire aussi qu'il est d'une certaine notoriété. Et oui, c'est vrai qu'il va écrire le scénario du film de Changeling, mais il est également un type qui écrit des pièces de théâtre, c'est un auteur, un compositeur, donc c'est un personnage connu dans son bled, et il joue d'une certaine réputation. Donc, évidemment, avec une réputation comme celle-là, on ne veut pas se faire torpiller en racontant toutes sortes d'histoires abracadabrantes. Et puis, voilà que lors d'une soirée de gala, un individu approche Hunter et lui dit « Avez-vous trouvé la pièce secrète? » Il fait simplement lui dire ça. La pièce secrète? Alors, il dit, fouillez bien. Fais-moi encore toi, La pièce secrète? Ah oui. et Hunter, intrigué, va se mettre à faire le tour de la maison à la recherche de cette dite pièce secrète. Non, il n'a absolument aucune idée. Et puis voilà que dans un réduit, derrière le réduit, en fait, en enlevant des planches, il va découvrir un escalier dérobé qui monte dans une pièce qui se trouve dans les combles. Et là, dans les combles, il va retrouver une chambre d'enfant. Et dans un coffre, ce qui semble être le journal de cet enfant de 9 ans, qui raconte qu'il a été gardé dans cette pièce, isolé. Ses parents étaient relativement fortunés. Et là, il cite clairement un des anciens propriétaires de l'édifice. Et donc, l'enfant était gardé dans cette pièce-là. Il avait 9 ans. Il était atteint d'une malformation. Et parce qu'il était atteint d'une malformation, évidemment, il était un peu la honte des parents. Donc, on le gardait loin des regards. Et l'enfant avait hérité d'une fortune importante de sa grand-mère. Mais pour mettre la main sur la fortune, il fallait attendre que l'enfant ait 18 ans. Okay. Malheureusement, il est mort en bas âge, il est mort à 10 ou 11 ans, et les parents auraient adopté à ce moment-là un enfant dans un orphelinat voisin et l'auraient fait passer pour leur fils, en disant, on est allé, parce qu'il était guéri, tu comprends, lorsqu'on montre l'enfant, il est guéri, donc ils vont raconter qu'ils sont allés en Suisse, qu'ils ont rencontré des médecins étrangers, qui ont réussi à guérir leur enfant, et l'arnaque va fonctionner. Ce jeune garçon va atteindre la majorité, va hériter de la fortune de la grand-mère, et éventuellement, et au moment où Hunter raconte cette histoire-là, il connaît l'identité de ce jeune-là. Il dit, aujourd'hui, c'est un industriel, un homme d'affaires important à Denver, au Colorado. Il ne se présente pas aux élections la semaine prochaine. Non, il se présente pas. Non. C'est pas lui, OK. C'est pas lui. Et donc, Hunter raconte cette histoire-là, et éventuellement, à partir du moment où il met à jour cette histoire-là, toutes sortes de phénomènes mystérieux vont se produire dans la fameuse maison. Oui. Et là, Hunter décide de faire appel à un médium. D'ailleurs, un des éléments qui va revenir au cours de l'histoire d'Hunter, il dit à quelques reprises, il y avait une sorte de balle en caoutchouc qui réapparaissait dans la maison. Donc, tu sais, les fameuses balles molles en caoutchouc. Oui. Et si tu as vu le film de Changeling, tu ne verras plus jamais une balle de caoutchouc de la même façon. Okay. Donc, cette balle, elle revenait dans la vie de Hunter. Et là, à un moment donné, il a décidé de faire appel à des médiums qui se sont rendus chez lui. Et ces médiums ont tenu une séance de spiritisme. D'ailleurs, une séance de spiritisme qui est présentée dans The Changeling avec une acuité, mais époustouflante, à faire dresser les poils sur les bras de 3 mois. Et cette entité de l'invisible aurait révélé à Hunter en disant après ma mort, on s'est débarrassé de mon corps, on m'a jeté dans un puits derrière une maison, et là il va donner l'adresse à Hunter, et il va dire à Hunter, allez voir les gens qui habitent à cette maison-là, demandez-leur de fouiller dans le puits en question, et s'ils refusent, même l'esprit dit, il menace de s'en prendre à cette famille qui habite la dite maison en question si ces gens-là refusent Hunter d'aller sur leur propriété. Pas ça. Hunter va réussir finalement à convaincre ces gens-là de faire le travail en question et il va creuser, va trouver le puits, va trouver une petite médaille, comme l'avait annoncé le fantôme à travers la voix du médium. Ouais. Il va retrouver cette petite médaille qui confirme l'identité de l'enfant assassiné. Hunter va aller au poste de police avec ça, mais malheureusement, tu comprendras que des preuves apportées par des fantômes, une médaille trouvée au fond d'un puits, c'est très insuffisant pour tenir un dossier judiciaire. Bref, c'est l'histoire de Russell Hunter, et c'est de cette histoire-là qu'il va s'inspirer pour écrire The Changeling. Et si vous avez vu le film The Changeling, vous allez certainement retrouver là-dedans les grandes lignes de l'expérience excessivement exceptionnelle de Russell Hunter. Deuxième film? Le deuxième film, c'est un film, évidemment, que tu sais que quand on parle des films, les plus terrifiants de l'histoire du cinéma, il y a toutes sortes de listes qui circulent, et une d'entre elles, c'est la liste de Martin Scorsese, le célèbre réalisateur. Oui.
Et le film que je te présente, pour Martin Scorsese, c'est le deuxième film le plus terrifiant de l'histoire du cinéma. Et c'est un film qui s'appelle The Entity, et en français, c'était L'Emprise. Et ça met en vedette Barbara Hershey. Oh mon Dieu, c'est un vieux film, ça? Oui, c'est un film qui date en fait de 1983. Oui. On regarde la bande-annonce. I've always believed that there were several planes of existence. And we as human beings inhabit only one. What happened to you guys last night anyway? I was attacked. Is this the first time something like this has ever happened? No. Things have come to me. In the night. Why do I see and feel these things? Some things are more terrible than other things. And he felt like a man? Big man. But when my son came in, there was nobody there. He evaporated. That's classic poltergeist activity. You know, there was a time when people believed in the supernatural. These ghosts and demons were only ideas, but people saw them. You think I'm insane? First, we have to find out what the problem is. In the meantime, I'll be dead. He's stronger than you are. He'll kill me if he has to. Isn't it possible that some entity has crossed into our plane of existence? There was somebody there. I couldn't see him with my eyes, but there was somebody there. He's in the room! Will you appear to us now? It's my decision. What, to stay sick? To stay alive. Bon, le film, en fait, L'Emprise, The Entity, c'est un film qui a été réalisé par Sidney Furie. Il date de 1983 et c'est assez amusant parce que le film est basé, en fait, sur un roman. Le roman de Frank de Filita, The Entity. Et qui est ce Frank de Filita? Bon, d'abord, il faut le dire, c'est un écrivain américain qui était assez populaire. Et Filita avait écrit, parce que le contexte est quand même assez étonnant, Filita avait écrit un roman qui s'appelait L'Histoire d'Audrey Rose. Et peut-être, et là aussi, ça a donné naissance à un film. Peut-être que des gens dans la salle ici ou à la maison ont peut-être vu ce film, qui met en vedette Anthony Hopkins. Et l'histoire raconte les mésaventures d'un homme qui a perdu sa femme et sa fille dans un accident de voiture. Et à un moment donné, en déambulant sur la rue à New York, voit une fillette et en vient à la conviction que cette fillette est la réincarnation de sa propre fille. Ce qui est assez étonnant dans ce film, l'Histoire d'Audrey Rose, écrit par Frank de Filita, c'est que c'est en fait presque une autobiographie de Frank de Filita. C'est une expérience que Frank de Filita a vécue, mais évidemment, il n'en a pas rien dit au moment d'écrire le roman. Donc, après avoir écrit ce truc, l'Histoire d'Audrey Rose, il envoie une lettre, et ça c'est étonnant, là. Il envoie une lettre à des groupes de recherche en parapsychologie et leur dit: j'ai écrit le truc sur Audrey Rose, mon prochain roman devrait être une histoire de fantôme. On va voir d'ailleurs une photo de ce Frank de Filita. Il dit: mon prochain roman devrait être une histoire de fantôme. Il a l'air d'un aristocrate. Oui, c'est les années 70 quand même. Hein? Donc, ce Frank de Filita envoie cette lettre. Il dit: ma prochaine histoire devrait être une histoire de fantôme. Et j'aimerais beaucoup que si certains groupes enquêtent sur une histoire de fantôme, qu'on me tienne au courant parce que je serais intéressé de savoir ce qui se passe avec ça. Et puis, quelques semaines après avoir envoyé cette fameuse lettre circulaire, parce qu'il faut se rappeler que dans les années 70 ou même les débuts des années 80, il y avait quand même plusieurs dizaines d'universités aux États-Unis qui avaient des départements de recherche en parapsychologie ou qui étaient associés à des centres de recherche en parapsychologie. C'était l'âge d'or de la recherche en parapsychologie à cette époque. Et puis voilà, quelques semaines après avoir envoyé sa lettre circulaire, Frank de Filita reçoit une lettre de l'Université de Californie qui a un département de recherche en parapsychologie. Et cette lettre-là, on va voir ici une photo, donc elle concerne l'histoire d'une femme qui s'appelle Doris Biter. Et la photo, la photo est floue, elle était un peu maquillée pour ne pas qu'on voit trop le visage de Doris Biter. OK, c'est réussi. Non, c'est quand même bien réussi. Mais il y a très peu de photos qui existent. En fait, il n'y en a aucune photo qui existe de Doris Biter. Cette Doris Biter, parce que dans le film, faut que je te ramène un peu dans le film, on suit l'histoire d'une femme qu'on nous présente comme étant Carla Moran, qui vit dans une petite maison avec 3 de ses enfants.
Et Carla Moran, elle est victime il y a des phénomènes de poltergeist chez elle, mais elle est surtout victime, et c'est l'élément fort du film, elle est agressée sexuellement par des entités ou une entité invisible. Oui, je me rappelle. On voit la main à un moment donné sur son... Les effets spéciaux étaient un peu... Coup-ci, coup-ça, mais quand même, pour l'époque, c'était très spectaculaire. Oui. Et il y a une scène d'agression dans la douche qui est particulièrement étonnante. Ouais. Et ce film-là, je comprends qu'à l'époque, lorsque le film est sorti en 1983, il y a des gens qui ont été littéralement choqués par ce film. Donc voilà, c'est l'histoire la Carla Moran du film, s'appelle en réalité Doris McGowan Biter. Okay. Et la façon dont ça se passe, elle va à un moment donné, un peu comme dans le film, là, l'histoire se passe en 1974, on a des parapsychologues, on va voir, donc, les parapsychologues sont dans une librairie, ils parlent d'un phénomène de parapsychologie qu'ils ont enquêté, un phénomène de poltergeist qu'ils ont observé récemment, et nos deux parapsychologues, on va les revoir un peu plus loin dans notre séquence d'images, c'est un type qui s'appelle Barry Taff et Carrie Gaynor. Okay. Donc, ces deux-là se trouvent dans une librairie, ils discutent de poltergeist, et là, une femme s'approche d'eux et elle leur dit « Excusez-moi, messieurs, je vous ai entendu parler d'un poltergeist, j'ai la même chose chez moi. » Alors, les types, évidemment intéressés, s'assoient avec Doris Biter, commencent à discuter avec elle. Et Carrie Gaynor, que j'ai rencontrée il y a quelques années, me disait, au gré de notre conversation, je voyais bien que Doris cachait quelque chose. Alors là, elle commence, elle dit, chez moi, il y a des odeurs étranges, il y a des coups frappés dans les murs. Il faut dire qu'elle habite une petite maison très modeste qui a été condamnée 2 fois par la ville. Hein? On est à Los Angeles, mais en fait, pas tout à fait à Los Angeles. On est en banlieue de Los Angeles, à Culver City. Okay. Et la maison a été condamnée 2 fois pour insalubrité. Donc, c'est vraiment... OK. Il peut y avoir des rats dans les murs aussi. Là. C'est pas juste... Voilà, okay. on a bien compris ça. D'accord. Et là, elle raconte, elle dit, il y a des coups qui sont frappés dans les murs, des meubles qui bougent, des portes d'armoire qui s'ouvrent et se ferment. Et puis voilà qu'il y a toutes ces manifestations étranges qui suivent. Et au gré de la conversation, Carrie Gaynor disait, plus je discutais avec elle, plus je voyais qu'elle cachait quelque chose. Et puis à un moment donné, elle lâche le morceau. Je suis agressé par des entités semi-transparentes. Contrairement au film, les entités ne sont pas tout à fait transparentes. Ouais. Elle parle d'abord de 3 entités, 2 petites et une grande. La grande, elle la situe à 1,80 m et les petites à peu près à 1,20 m, 1,30 m. Les petites entités ont pour tâche de la maintenir et la grande de l'agresser sexuellement. Alors là, évidemment, les scientifiques se montrent un peu étonnés, parce que dans les cas de poltergeist, que des meubles se renversent, c'est une chose, mais que quelqu'un soit agressé physiquement, c'est rare. Et qui plus est sexuellement par une entité, ça devient excessivement aberrant. Alors on commence à regarder, puis il faut dire aussi que la Doris Biter en question est une femme un peu étrange. Moi, je l'ai rencontrée une fois. Doris Biter, c'est la femme qui commence sa journée en mettant un peu de café dans sa vodka. Donc, tu vois un peu le genre. Et ensuite, Doris Biter... c'est une femme qui a eu un passé très trouble. Hein? Elle a été agressée quand elle était enfant. Elle a connu différentes relations très éphémères avec des hommes qui ont été souvent marqués par de la violence conjugale. Elle a 4 enfants, tous nés de pères différents. Elle a une fille et 3 garçons, alors que dans le film, elle n'en a que 3 enfants, mais en réalité, elle en avait 4. Et là, je te rappelle, une fille et 3 garçons. Et elle vit une relation excessivement conflictuelle avec ses garçons. À cause de son passé, elle voit presque dans tous les hommes ou les garçons des agresseurs en devenir. Même ses enfants? Même ses enfants. Et là, on a une Doris Biter qui dit « Je suis agressée par 3 entités semi-transparentes ». Et elle ajoute même des entités qu'elle croit être des Asiatiques. Elle ajoute cet élément-là, des Asiatiques. Donc, tu comprends que l'histoire est un peu aberrante. Tout ça va remonter au laboratoire de recherche en parapsychologie qui est dirigé par une femme qui s'appelle Thelma Moss, qui est une psychologue. Et donc, l'histoire remonte à elle. En fait, c'est elle qui va décider si oui ou non on va enquêter. Thelma Moss. Thelma Moss. Thelma Moss. Et Thelma Moss. C'est pas Madame Momos. Non, c'est Thelma Moss. Thelma Moss, c'est tout bon. Mais Thelma Moss, donc c'est elle qui doit déterminer si oui ou non on va aller de l'avant avec cette investigation. Donc, nos 2 enquêteurs, Carrie Gaynor et Barry Taff, lui présentent cette histoire-là. Lui dit, bon, l'histoire de McGowan, on le cerne bien, le caractère psychologique de Doris Biter. Et finalement, Thelma va dire, OK, on va aller de l'avant. Mais elle mentionne bien que l'investigation ne doit pas concerner les dites agressions de Doris Biter. D'ailleurs, il ne faut pas le cacher, les scientifiques n'y croient pas beaucoup à ces histoires d'agression sexuelle. Pour eux, quand on regarde la psychologie de Doris Biter, quand on regarde ce qu'elle raconte, comment elle a vécu, quelle a été sa relation avec les hommes, quelle est sa relation conflictuelle avec ses enfants, pour les scientifiques, il est clair que
en tout cas, à tout le moins à peu près certain que cette idée d'agression est née de l'imaginaire de Doris Beiter. Okay. Mais comme elle parle de phénomènes physiques qui se passent chez elle, les scientifiques décident de s'intéresser davantage au phénomène de poltergeist. Donc, nos deux enquêteurs, on voit ici Barry Taft, et Taft et Gaynor vont donc entreprendre d'enquêter sur ce qui va devenir l'un des plus grands cas de poltergeist de toute l'histoire de la parapsychologie. On a également une photo de Carrie Gaynor qu'on voit ici. Donc, nos deux bonhommes vont entreprendre d'enquêter sur cette histoire. Ils vont se rendre chez Doris Beiter entre le mois de août et octobre 1974. Ils vont se donner rendez-vous à 8 reprises dans la maison de Doris Beiter. Cette petite maison, d'ailleurs, je crois qu'on a quelques photos. Voilà la maison de Doris Beiter. C'est vrai que c'est pas gros. Qui existe encore aujourd'hui, qui a été complètement renippée. C'est une toute petite maison que j'ai eu la chance, comme tu vas le voir ici, de visiter il y a quelques années. Oui. Il vantait. Il vantait, J'ai comme la couette élevée, hein? Tu as plus haut de cheveux que de face. Donc, c'est la petite. Donc, on va se donner rendez-vous dans la maison de Doris Beiter et donc, on va faire 8 soirées d'observation. OK. Durant cette soirée, on n'est pas dans des conditions extrêmes ou très rigoureuses de recherche. D'ailleurs, c'était amusant. Carrie Gaynor me dit le premier soir qu'il arrive sur place, en entrant dans la maison, la première chose, ils ont senti une odeur de charogne, de pourriture. Okay. Et en entrant dans la maison, c'est la première chose qui les a frappés. Et comme il arrive dans la cuisine, et là, Doris est autour d'elle, autour d'eux, et elle dit, bon, voici, les portes d'armoire se sont ouvertes, voici le meuble qui s'est renversé. Gaynor me dit, alors qu'elle me raconte ce truc-là, je vois juste du côté de mon œil droit, je vois la porte d'armoire qui s'ouvre et un chaudron, en fait une poêle, et sort du chaudron et est lancé dans sa direction. Il dit, je ne m'étais pas penché, j'aurais une belle cicatrice sur le bord du visage. Oui, donc la poêle va traverser la pièce et aller choir dans le mur aux côtés de lui. Il dit, c'était comme bienvenue à la maison. Ouais, c'est ça, okay. Donc, il dit, à partir de là, on s'est dit, j'ai regardé le temps, je dis, je pense que ça vaut la peine d'enquêter ici. Parce que oui. Donc, ça commence avec un phénomène physique extraordinaire. Donc, durant ces fameuses 8 soirées qu'ils vont passer à la maison. Et tu revenais avec un casque? Ou... C'est avant nos chasseurs de fantômes, donc ils n'amènent pas toutes sortes d'appareils, de codeux, tout ça. Okay. Donc, en fait, leur objectif, c'est de réussir à documenter, à filmer les manifestations. Ils vont installer, bon, à l'époque, on est dans un univers d'appareils excessivement rudimentaires. La caméra visuelle, ce sont des caméras énormes caméras, qui enregistrent sur des cassettes de très mauvaise qualité, etc. Et on est loin d'être dans des conditions optimales, parce qu'on va quand même découvrir des éléments assez amusants. Et là, on ne fait pas un lien, disons, direct, mais c'est quand même un lien observable. Hein? Les enquêteurs disent le plus vieux fils de Doris Beiter écoutait de la musique heavy metal, AC/DC, Led Zeppelin et tout le reste. Et les manifestations étaient plus prenantes lorsque le fils faisait jouer de cette musique du diable. Donc, quand il écoutait sa musique... Donc, juste des bons goûts musicaux aussi. Oui, peut-être. Donc, quand il mettait ses albums, les manifestations se manifestaient. Plus Doris était intoxiqué par l'alcool, plus les manifestations étaient également prenantes. Et il y avait visiblement une relation entre Doris et cette force inconnue, parce que lorsqu'on voulait la faire se manifester, Doris s'assoyait sur son lit, vociférait contre cette force inconnue, et là, des manifestations se mettaient à se déclencher autour d'elle. Mais malheureusement, les conditions optimales de la science n'étaient pas forcément respectées. La chambre, par exemple, la chambre à coucher de Doris Beiter était une pièce qui faisait à peu près 3 mètres sur 3 mètres, et parfois on était jusqu'à 20 personnes dans la pièce. Donc tu comprends que... N'importe qui peut donner un petit coup dans le mur. Un petit coup dans le mur, il n'y a pas vraiment de vérification. On va voir ici j'ai fait un montage de quelques petites images. On voit ici Barry Taft, Carrie Gaynor, et l'un des phénomènes, en dehors des meubles et coups qui se donnaient dans les murs, l'un des phénomènes les plus spectaculaires qui se produisaient, c'était des phénomènes lumineux. Il y avait des espèces de bulles lumineuses qui apparaissaient dans la maison. On voit ici les équipements qu'on avait, c'était vraiment rudimentaire. Et il y avait des sortes de bulles lumineuses qui apparaissaient dans la pièce, qui prenaient toutes sortes de directions. Et à un moment donné, même ces boules lumineuses se sont regroupées entre elles, des points lumineux. C'est assez difficile à décrire, mais c'est comme des sortes de bulles lumineuses. Et à un moment donné, elles se sont réunies pour former une sorte de torse d'un homme.
C'est surprenant. Ben, voyons donc. Et à d'autres moments donnés, il y avait des arches lumineux qui apparaissaient sur les photos qu'on prenait de Doris. On en voit une d'ailleurs ici qui est peut-être l'une des photos les plus célèbres. Doris est assise sur son lit et on voit cette arche lumineuse au-dessus de sa tête. Moi qui travaille un peu sur la photo puis qui aime ça, je t'aurais dit ça pourrait être une longue exposition avec quelqu'un qui passe une lampe de poche, une petite lumière. Est-ce que c'est ça? Non. Apparemment, cette possibilité d'une longue exposition avec une lampe, etc., est exclue. Okay. Ça ne veut pas dire qu'on doit forcément attribuer ça à un phénomène surnaturel. Il y a un autre phénomène qui pourrait créer cette fameuse arche lumineuse. Il faut se rappeler qu'on est dans les années 70, donc ces gens-là prennent des photographies et on prend les films et on va les faire développer dans des centres commerciaux. C'est des appareils argentiques, rappelle-toi. Donc, l'appareil, un film. On faisait développer ça, c'est chez des magasins. La pharmacie aussi, Miracle Mart à l'époque, Miracle Mart, la pharmacie Direct Film. Et à l'époque, pour que ça puisse être rentable, ce genre de business, évidemment, on devait en développer le maximum possible. Et souvent, les gens qui étaient attachés à ces laboratoires de développement étaient souvent des étudiants sans grande formation. C'était très mécanique, le travail. On ouvrait la bobine, on mettait le film dans l'appareil qui se développait. Et ce genre d'arche pouvait être créé si, au moment de sortir le film de son enveloppe, de sa capsule, si on pliait le négatif, on pouvait créer un arche lumineux comme celui-là. OK. Donc, la dernière image... Il faut la prendre avec un grain de sel. Donc, il y a ces arches lumineuses qui apparaissent sur certaines photos, mais est-ce un pli dans le négatif ou non? Difficile à déterminer. Quoi qu'il en soit, après ces fameuses soirées, donc ces 8 soirées qui vont se terminer en octobre 1974, les parapsychologues, pour eux, l'affaire est terminée. Ils vont remplir un rapport confirmant la réalité des manifestations de type poltergeist chez Doris Biter. Mais durant cette période, donc entre août et octobre, Doris Biter va dire « J'ai été agressée 15 fois par l'entité invisible ». Mais jamais les parapsychologues ne seront témoins de ces agressions et ils ne verront jamais ces fameuses ecchymoses, comme on le voit dans le film à un moment donné. La comédienne Barbara Hershey qui incarne Carla Moran va voir son médecin, dit voilà, j'ai des ecchymoses, et le médecin confirme ça. Dans la réalité, ça ne s'est jamais produit. Assez curieusement, après cette histoire-là, donc, les chercheurs de l'Université de Californie vont perdre contact avec Doris Biter et elle va reprendre contact avec eux de manière un peu cyclique ou périodique. Elle va réapparaître 6 mois après, elle a déménagé, elle dit que dans son nouvel appartement, elle continue d'être agressée par ces entités. Elle va même prétendre à un moment donné qu'elle est enceinte. Elle est tombée enceinte par une des entités invisibles. Évidemment, elle n'accouchera pas parce que l'enfant a été enlevé par les extraterrestres, probablement. Ça fait du sens. Et éventuellement, ils vont perdre contact avec elle pendant des années. Ils vont la retrouver en 1983 lorsque le film est fait, The Entity. Elle va assister à la première du film avec les membres de la UCLA et pendant quelques années, elle va garder un contact sporadique avec eux. Doris Biter est morte à la toute fin des années 80 ou début des années 90. Elle est morte d'une insuffisance pulmonaire. Elle avait une 50aine d'années seulement. Donc, elle est morte assez jeune. Et l'affaire de Doris Biter, qui va donner naissance au film The Entity en 1983, ne sera jamais complètement expliquée. Donc, si les chercheurs dans le domaine de la parapsychologie rejettent l'idée des agressions sexuelles de Doris Biter, parce qu'on comprend qu'ici, on est au 3e niveau, c'est-à-dire que le film est basé sur le livre de Frank de Filita, qui lui est basé sur l'histoire de Doris Biter. Donc, déjà, Frank de Filita, lorsqu'il a écrit son roman, son objectif n'était pas de rendre textuellement ou factuellement l'histoire de Doris Biter. C'est de faire un bon livre. Il s'est inspiré de cette histoire-là. Il a focalisé sur les agressions sexuelles, alors que pour les chercheurs en parapsychologie, ces agressions étaient de 2e niveau. Et ensuite, le film va se baser sur le livre. Donc, la copie est beaucoup plus pâle que l'original. Voilà. Donc, dans le cas de Doris Biter, les chercheurs en parapsychologie sont catégoriques. Les agressions sexuelles sont peut-être nées de la psyché très tourmentée de Doris Biter. Néanmoins, les phénomènes de poltergeist dont elle se disait victime, eux, étaient bien réels et ont été bien documentés, en fait, parmi les mieux documentés de toute l'histoire de la parapsychologie. Allons-y avec la bande-annonce qui, selon certaines personnes, est considérée comme étant le film d'horreur le plus terrifiant de tous les temps. Je pense que... Oui, j'avais quelqu'un qui a dit la réponse. Qu'est-ce que tu as dit? Exorciste, c'est ça, hein? Effectivement. Donc, on regarde, c'est la bande-annonce, le film considéré comme le film le plus terrifiant de toute l'histoire du cinéma par l'Académie des films américains. C'est le film L'Exorciste.
Effectivement, je pense que tout le monde ici est d'accord. C'est un des films les plus terrifiants d'histoire, même si certains effets spéciaux ont un peu mal vieilli, mais c'est vrai que l'histoire du film est extraordinaire. Ce qui est assez amusant, c'est que le film L'Exorciste, il faut se rappeler qu'il est sorti le 26 décembre 1973. Au lendemain de Noël. Et pourquoi au lendemain de Noël? Bien évidemment, il y avait là tout un aspect marketing de l'affaire. Parce qu'il faut se rappeler qu'on est aux États-Unis, on est dans une société excessivement croyante, catholique, très catholique, chrétienne. très pieuse, et voilà. Et au moment où le film sort, bien évidemment, dans les maisons, dans les chaumières, on a un ange au sommet de notre sapin de Noël, on chante des cantiques de Noël, la petite crèche sous le sapin, oui. Et tout le monde est là, on fait des Ave Maria, et voilà qu'arrive au cinéma cette histoire du Le lendemain. La pluie est à moi! Ça fait aucun sens. C'est ça qu'elle disait dans le film, hein? Elle disait « La truie est à moi » en parlant de sa mère. C'était épouvantable. Mais comment les gens ont réagi à l'époque? Bon, on vient de perdre un joueur. Allô? Mon gars, il est... Comment les gens ont réagi à l'époque? Les gens ont réagi, en fait. Il y a des personnes qui ont perdu conscience durant des projections du film. Il a fallu, les paramédics ont dû se présenter à plusieurs reprises, à plusieurs séances, effectivement, pour venir au secours de personnes qui avaient des âmes sensibles, qui avaient perdu conscience durant la projection du film. Ce qui est amusant, c'est que lorsque le film est sorti en salle, on est encore à cette période où cette idée de faire du marketing autour du basé sur une histoire vraie n'existe pas encore. Donc, le film est projeté à l'écran et personne ne se doute que le film est basé sur une histoire vraie. Il va suffire, en fait, il va s'agir d'une indiscrétion du scénariste du film qui s'appelle William Peter Blatty. Blatty a non seulement signé la scénarisation du film, c'est lui également qui est l'auteur du livre L'Exorciste. L'Exorciste, d'ailleurs, qui est son premier roman. Ça part bien de carrière. Ça part bien de carrière. Ton premier roman, L'Exorciste, il est adapté au cinéma. Et ça devient un film, ce qu'on appelle un blockbuster. Un culte aussi avec le temps. Là. Effectivement. Et c'est lors d'une entrevue avec des journalistes, lorsqu'on parle de son roman L'Exorciste et du film, c'est là que Peter Blatty va lâcher le morceau. Il dit... Cette histoire, vous savez, je ne l'ai pas entièrement inventée. Alors que j'étais à l'université à Georgetown, donc en banlieue de Washington, une université qui est dirigée par des jésuites, il dit, un des pères qui était là me racontait que lui avait entretenu une relation avec un autre prêtre qui lui avait participé à un exorcisme en 1949. Et c'est la narration de cet exorcisme qui va inspirer Blatty pour écrire le roman de l'exorcisme. Alors, quelle est cette histoire de l'exorcisme derrière l'exorcisme? Non, mais c'est sûr qu'en arrière, je vais mettre une petite musique quand tu le dis. Là. Ta face était vraiment... Il y avait un Oscar dans ta face. Donc, cette histoire commence d'abord, on est en 1949. Donc, on recule à l'époque. On est à la mi-janvier 1949 et l'affaire se passe juste en banlieue de Washington, D.C. On va voir ici, j'ai amené quelques petites photos. Voici William Peter Blatty. Ah, c'est lui qui a écrit le livre. Voilà, tu as tout à fait compris. Propriétaire de lifting également. Ben non, ben là, il souriait pas, mais il souriait. Donc, notre histoire, en fait, lorsque Blatty raconte son histoire, il dit, voilà, ça commence en 1949 et c'est l'histoire de... Ça se passe dans une petite résidence à Cottage City, qui est une banlieue de Washington, D.C. On se trouve sur la 40e avenue. Là, je t'ai amené une photo. On voit ici la fameuse maison qui existe toujours. Mais c'est minuscule. Oui, c'est une toute petite maison. Et, crois-le ou non, et je sais que tu vas te régaler de cette image. Quoi? Voici une autre journée où il vantait devant la maison. Oui, pas juste ça, tu mangeais tes émotions en ce temps-là, hein? Donc, tu as roulé jusqu'à cette maison-là? Excuse-moi. OK, donc... On va à la portière, mon chat, on va à la voiture. Oui, jusque-là. Donc, ça se passe dans cette petite maison. Donc, à partir de la mi-janvier 1949, des coups frappés dans les murs, des objets qui bougent, ça, et ça se passe dans la maison de la famille Unkeller. Donc, qui sont les Unkeller? On a un couple qui ont un enfant unique qui s'appelle Ronald, qui est âgé de 14 ans, et on a la grand-mère paternelle qui vit dans la maison en question. Donc, ce sont des luthériens. Chez les luthériens... Qu'est-ce que c'est des luthériens? Donc, c'est un groupe religieux, c'est une religion qui fait partie de la grande famille des religions nées du christianisme. Donc, on a les protestants, on a les luthériens, on a les pentecôtistes. Donc, ce sont toutes des religions nées du christianisme, mais avec des variantes de croyances. Par exemple, dans certaines religions, on ne croit pas à la virginalité de la Vierge, mais toutes ces religions-là croient que Jésus sont la même base, Okay. Jésus est le Messie.
Donc, les luthériens, eux, ne croient pas trop à l'idée d'une possession diabolique. Et qui plus est, chez les Unkeller, on croit au spiritisme. En fait, l'une des tantes de Ronald, la tante Mathilda dit Tati. Comment? Ça va bien les noms aujourd'hui? Mathilda Tati. Mathilda Tati. OK. Oui. Donc, Mathilda, qui s'intéresse beaucoup au spiritisme, a initié Ronald au Ouija, comment contacter les esprits. Certaines mauvaises langues diront que tante Mathilda aurait initié Ronald à bien d'autres choses qu'au simple Ouija, mais ça reste... Enlever le déjà, juste le oui. Le oui. Dis oui. Mais bref, les manifestations commencent à la mi-janvier 49, OK. coups frappés dans les murs, des meubles qui se déplacent, des choses étranges, et là on croit qu'il doit s'agir des esprits, les esprits qu'aurait pu faire venir peut-être tante Tati. OK. Jusque-là, pas trop de trucs. La schnappante. Et voilà. Alors là, évidemment, on commence à en parler autour de soi. C'est des trucs un peu bizarres. Et éventuellement, les Unkeller vont en parler à leur confesseur, un prêtre luthérien, qui, lui, le père Schultz, lui, ne s'intéresse pas beaucoup au diable. Il ne croit pas au diable. Il n'ira pas dans ce sens-là, mais il s'intéresse beaucoup à la parapsychologie. Donc, il va se rendre chez les Unkeller, il va voir ces manifestations et va également conclure qu'il s'agit sans aucun doute d'un phénomène de poltergeist. Ce qui est d'autant plus intéressant à ce moment-là, c'est qu'il va proposer aux Unkeller d'amener Ronald chez lui pour pouvoir l'observer pendant une nuit ou quelques jours. Okay. Donc, les Unkeller, une entente est faite, le jeune Ronnie va chez le père Schultz, et durant cette nuit-là, il installe Ronnie dans un lit et rapidement, le lit se met à sautiller. Donc, le père Schultz demande à Ronnie de s'asseoir dans un fauteuil. Le fauteuil se renverse avec Ronnie sur le fauteuil. On place sur le sol des draps, une literie avec une oreiller, et Ronald couche sur la literie. Et quelques minutes après, on entend une sorte de chuintement, et le père Schultz dit, en allumant la lumière, je voyais les draps, avec Ronald couché sur les draps, sur le sol, qui était littéralement tiré par des mains invisibles et qui se baladait comme ça sur le plancher de la chambre à coucher. Donc, il y a de vrais témoins qui sont là pour rapporter ces faits-là. Et voilà, donc il voit ces phénomènes-là. Et le père Schultz, d'ailleurs, va écrire une lettre, un rapport concernant son observation à nul autre que J.B. Rhines. Donc, J.B. Rhines, je le vois à ton air un peu débitatif. On se laisse ma face de quoi tu parles. J.B. Rhines, c'est le père de la parapsychologie moderne. Okay. Et dans les années 40, avait instauré le premier laboratoire de recherche en parapsychologie à la Duke University en Caroline du Nord. Okay. Donc, le père Schultz va réécrire un rapport en disant il y a cette histoire-là tout à fait extraordinaire, puis bon, voilà. Mais les Unkeller ne sont pas du même avis. Pour eux, les manifestations perdurent et il doit y avoir quelque chose de mystérieux là-dedans. On se retrouve donc au début du mois de mars 1949. Ronald Unkeller est envoyé à l'hôpital pour subir différents examens, pour s'assurer, parce que ses comportements changent, il devient de plus en plus agressif. Est-ce que tout ça pourrait être dû à des comportements ou à des troubles de la personnalité? Entre-temps, les Unkeller ont contacté un prêtre catholique. Là, on vient de changer. Le diable est dans la cabane. Là, le diable est dans la cabane. Okay. Et ce fameux prêtre en question, mais quand même, au début, il est bienveillant, c'est le père Hughes. Il se présente chez le Unkeller, ne croit pas immédiatement à la possession diabolique. Jusqu'à ce qu'il reçoive une casserole dans le front. Oui, bien, lui, il n'a pas reçu de casserole. Donc, il va bénir les lieux en disant au Unkeller, priez pour votre fils, puis ça va régler le problème. Au moment où Ronald se retrouve à l'hôpital de Georgetown pour subir ses fameux tests, le père Hughes décide de procéder à un petit rituel de l'exorcisme. Rien de trop compliqué, une version, disons, diète de l'exorcisme. Okay. Donc, il fait quelques prières. Ronald est pris de convulsions, on l'attache à son lit, et durant le rituel, Ronald réussit à se libérer une main, arrache un ressort de sous le lit. Si tu te rappelles, à l'époque, on appelait ça des box springs. Ah oui, ben oui. Donc, il décroche un ressort et va le rentrer dans l'épaule du père Hughes et y ouvrir le bras jusqu'au coude. Ça met un terme au rituel. Le père Hughes, on va passer à autre chose. Alors, ben oui, Ronald retourne donc chez lui. Les manifestations continuent de se produire. Et là, le mot « Louis » apparaît sur le corps de Ronald. Alors là, évidemment, comme la famille Unkeller est originaire de Saint-Louis au Missouri, on se dit c'est peut-être un message du diable ou un message des esprits pour retourner à Saint-Louis. Donc la famille Unkeller va se déplacer, va se rendre à Saint-Louis sur Rannoch Drive. Ils sont accueillis chez des membres de la famille. Et là, l'une des personnes qui est là, un des oncles, a 2 filles qui fréquentent l'université de Saint-Louis. Et ce sont ces filles-là qui vont parler à un prêtre, là-bas, à l'université de Saint-Louis, de leur cousin qui est aux prises avec de curieux phénomènes. L'histoire va remonter jusqu'à l'évêque
Et eux vont finalement se rendre à la maison de Roanoke Drive, rencontrer la famille Unkeler, et ils vont conclure que Ronald est possédé par le démon. Alors là, vraiment, on arrive à notre fameux rituel de l'exorcisme. Les premiers rituels vont se tenir dans la maison de Roanoke Drive. Ensuite, le jeune Unkeler sera transféré à l'hôpital des frères Alexian, à Saint-Louis, et là va se dérouler le principal de ce rituel de l'exorcisme. Donc, ce qui est assez fascinant, on a quelques photos ici. Je te montre ce fameux Ronald Unkeler. On le voit ici à 16 ou 17 ans. C'est une photo collégiale. Oui. Donc, l'identité de notre bonhomme, d'ailleurs, a été méconnue pendant de très, très longues années. Hein. Lorsque l'on parlait de Ronald, on parlait du possédé de l'exorcisme, on le définissait sous toutes sortes de pseudonymes. Robbie Rowe, Robbie Mannheim, mais on ne donnait jamais sa vraie identité. Okay. Et je pense avoir été le premier journaliste, sinon à tout le moins, c'est sûr, le premier journaliste francophone à révéler la véritable identité du possédé, qui est Ronald Unkeler. Et là, on a une autre photo ici, la fameuse maison de Roanoke Drive. C'est là que vont se produire les premiers rituels de l'exorcisme. Oui. Et ces premiers rituels de l'exorcisme seront pratiqués par un prêtre nommé par l'évêque, le père Bardern. C'est lui qui sera l'exorciste en chef. Ce qui est assez fascinant, c'est que durant ces fameux rituels de l'exorcisme, tant à la maison de Roanoke Drive qu'à l'hôpital des frères Alexian, lorsque le rituel a cours, c'est toujours le père Bardern qui est l'officiant principal. Okay. Mais il est souvent entouré d'une batterie de prêtres qui auront pour travail de maintenir ou de l'aider, de le seconder dans son travail. Parce qu'il faut comprendre que pour le rituel de l'exorcisme, on est dans un combat face à face avec le diable. Donc, sors de ce corps. Donc, on implore le diable. Parle-moi pas de même, dude. Parle-moi pas de même. On a besoin, bien sûr, d'avoir tous les atouts de notre côté. Donc, on a toute cette horde de prêtres qui l'accompagnent. Et là, ici, tu vois le père Walter Halloran. Et ce que je te raconte ce soir me vient directement de Walter Halloran. Tu l'as rencontré? Je l'ai rencontré, j'ai parlé avec Halloran, qui était d'ailleurs, au moment où je lui ai parlé, il était le dernier prêtre exorciste à avoir participé à l'exorcisme de 49. Okay. Et donc, j'avais de la bouche, comme on dit, de la bouche du cheval. Voilà. J'avais exactement l'histoire. Et lui, il me racontait toutes sortes de trucs. Ronald crachait sur les prêtres, mais avec une précision extraordinaire. Halloran me raconte qu'à un moment donné, alors que Ronald est attaché sur son lit, il s'est détaché, mais là, il n'a pas été chercher un ressort. Ouais. Il s'est détaché, il lui a lancé un coup de poing au visage. Il dit, écoute, Ronald était un garçon de 14 ans, plutôt bien bâti, en bonne santé, mais j'ai eu l'impression d'avoir une tonne de briques dans le visage. Oh, ça lui a cassé le nez, il a traversé la pièce sur le dos. C'était extraordinaire. Il dit, il y avait également toutes sortes de phénomènes qui accompagnaient le rituel. Il y avait comme par exemple des objets autour d'eux qui étaient renversés, projetés sur les murs. Et tout ça vient d'un témoin qui était apparemment direct à l'exorcisme. Lorsque le rituel avait cours, à la fin de la journée, tous les prêtres qui avaient participé devaient signer une sorte de journal dans lequel ils racontaient les événements dont ils avaient été les témoins. Et puis finalement, on arrive à la mi-avril 1949, et donc après des semaines de ce rituel, le jeune Ronald, parce qu'il n'est pas toujours en état de possession, dans bien des cas, il est dans son état normal, et puis il entre dans des phases dites de possession. Et là, à un moment donné, dans un moment où il est redevenu lui-même, Ronald annonce, il dit « Je me sens libéré ». Et le lendemain, on est, je crois, le 19 avril 1949, on va entendre à l'intérieur de l'hôpital des frères Alexian une sorte de détonation, et puis il n'y aura plus de phénomène. Ronald semble définitivement libéré de ses forces malignes. C'est bien weird. Il y a des trucs tout à fait extraordinaires avec ça. Parce que lorsque le rituel s'est terminé, crois-le ou non, on a décidé d'emmurer la pièce de l'exorcisme. Donc, Ronald est retourné chez lui, les prêtres ont repris leur vocation, et la pièce, la chambre où avait lieu l'exorcisme dans l'hôpital des frères Alexian, a été condamnée. Encore aujourd'hui? Non, et l'histoire est vraiment incroyable. Pendant des années, donc, on savait qu'il y avait cette fameuse pièce où il y avait eu l'exorcisme. Et quand on y allait dans les années 60 ou les années 70, entre les membres du personnel, les initiés disaient « Oui, la chambre de l'exorcisme, c'était au 3e étage, au bout du corridor C. Après ça, c'était au 2e étage, au bout du corridor A. » Donc, on avait éventuellement perdu l'endroit exactement où se trouvait cette pièce emmurée où avait eu lieu l'exorcisme. Et puis voilà qu'au milieu des années 70, on décide de faire une réfection de l'hôpital des frères Alexian, d'agrandir les installations, et les bouliers
vont, les appareils vont, avec ces fameuses boules de métal, la grosse boule, on va défoncer un mur et mettre à jour la chambre de l'exorciste. Donc, depuis 30 ans, qu'est-ce qu'on en a fait maintenant? Et là, on entre dans la pièce, les gens entrent dans la pièce, tu comprends, depuis 30 ans, personne n'a vu cette pièce, elle est restée inchangée. Et là, dans un meuble, en ouvrant le meuble, on va trouver le journal de l'exorciste. Il était demeuré là et on va le donner au directeur de l'hôpital et en regardant le nom des prêtres qui figurent au registre, il va retrouver le nom de Walter Halloran qui pratique toujours à Saint-Louis et c'est ce journal de l'exorciste qu'il va remettre à Walter Halloran et qui éventuellement Walter Halloran va remettre à un auteur, Thomas B. Allen, qui va publier un ouvrage qui s'appelle Le Possédé, qui raconte cette fameuse histoire de l'exorciste de 1949. Il faut dire que, contrairement au film L'Exorciste, qui est en fait une adaptation très exagérée de la réelle expérience de 1949 de Ronald Unkeler, il y a quand même un film qui a été tourné qui raconte la vraie histoire de Ronald Unkeler. Je le montre simplement ici par souci d'information. C'est un film qui s'appelle Le Possédé et c'est un film qui met en Timothy Dalton en vedette et qui raconte la vraie histoire de l'exorcisme, contrairement au film L'Exorciste, qui lui est évidemment une sorte d'adaptation. Mais c'est une histoire tout à fait extraordinaire. Ce qui est assez étonnant, c'est qu'on dit souvent que l'histoire de l'exorcisme de 1949 est le cas le mieux documenté d'exorcisme jamais rapporté, ce qui n'est pas tout à fait vrai. Parce que quand on regarde dans les faits, on a toute une série de témoignages et on a ce fameux petit journal de l'exorcisme, mais on est loin d'une documentation médicale explicite sur les événements qui se sont racontés. Mais c'est vrai que le nombre des témoins est très impressionnant et on voit également aussi comment l'histoire va se transformer, c'est-à-dire qu'on part au départ de quelqu'un qui croit à la parapsychologie, qui conclut un phénomène de poltergeist, et lorsque l'on passe chez les soutanes noires catholiques, on en conclut au diable. Donc, mais pourtant, il s'agit toujours des mêmes manifestations. C'est la même histoire, Donc, c'est vraiment une histoire tout à fait extraordinaire. Oui, j'avoue. Et terminons, si tu veux, avec deux bandes annonces qu'on va faire jouer back-to-back, qui sont deux choix à toi, sur lesquels on ne reviendra pas, mais c'est deux suggestions que tu as à nous faire. Oui, donc là, on a parlé de films inspirés de faits réels, mais c'est vrai que les auteurs de fiction ne sont pas privés non plus pour écrire des histoires de fantômes tout à fait fantastiques. Et pour moi, là, si en dehors de Changeling, L'Exorciste et The Entity, qui sont des films extraordinaires basés sur des histoires vraies, à mon avis, il y a deux films de fantômes qui valent le détour. Et ces deux films, ce sont deux films relativement récents, tournés dans les années 2000. Le premier s'appelle, et c'est assez étonnant parce que ce sont deux films espagnols. Et le premier s'appelle L'Orphelinat. L'histoire raconte un couple qui a adopté un petit garçon qui est atteint du sida. Et pour lui le placer dans un environnement propre à son développement, la mère va racheter un ancien orphelinat où elle a grandi, et là, des phénomènes extraordinaires vont se produire dans cet environnement. Il y a une scène de spiritisme, notamment de médiumnité. Qui est à tomber sur le derrière. Voilà, qui est jouée par Géraldine Chaplin, la fille de Charlie Chaplin, et qui est vraiment, comme tu dis, à tomber sur le derrière. Quel film remarquable. L'Orphelinat, c'est absolument à voir. J'ai vu ça avec ma douce, c'est un très bon film. Et dans la même foulée, je te dirais, un autre film espagnol par les frères Almodovar, c'est un film qui s'appelle L'Échine du diable, The Devil's Backbone. C'est un film qui a aussi été tourné dans les années 2000. C'est un film qui nous replace dans le contexte de la guerre civile espagnole. Donc, on est dans les années 40, on est dans un orphelinat. Et là, on suit en fait un petit garçon qui arrive dans cet orphelinat et au contact des autres enfants, il apprend que l'orphelinat est hanté par un autre enfant qui serait mort apparemment dans une citerne. Il le surnomme celui qui soupire. Et là, on va suivre en fait l'investigation de ces jeunes qui vont finalement retracer les derniers moments de celui qui soupire. Et on le voit à quelques reprises, ce fameux fantôme. Et je t'avoue, Éric, que c'est le plus beau fantôme qu'il m'a été donné de voir au cinéma. Oui, parce qu'il marche, puis il y a comme du sang. Voilà. Qui flotte autour de lui. Il est mort par un coup sur la tête avant qu'on le jette dans la citerne. Et lorsqu'il apparaît, on le voit, il est quasi translucide. On voit l'ossature à travers sa chair. Et il y a toujours ce faisceau de sang qui sort de sa tête. Les effets sont aussi bons que Sharknado. Tu veux mon avis, là? Sharknado, là, les effets, là, c'est quoi? C'est zéro, c'est ça que je voulais dire. On regarde les deux bandes annonces tout de suite. C'est vraiment autre chose. Oui, autre chose. C'est une superbe maison. Comment l'avez-vous trouvée?
J'ai grandi ici. C'était un petit orphelinat. J'ai toujours voulu y revenir, d'où l'idée d'y ouvrir un foyer d'accueil. Tout se passera bien. Quand t'étais petite et que tu vivais ici, tu n'avais pas peur? Simon? Comment tu t'appelles? Moi, c'est Simon. On est en train de jouer. Ils sont dehors. Écoute. Moi, je serai jamais grand. Je vais pas grandir. Comme mes nouveaux amis. Parce que tu en as plusieurs? Ils sont 6. Simon? Chérie! Simon! Laura! Simon n'est pas mort. Et je ferai tout ce qu'il faudra pour récupérer mon fils. Accepteriez-vous de recevoir la visite d'une médium chez vous? Qu'est-ce que vous me conseillez de faire? Vous entendez, mais vous n'écoutez pas. Il ne s'agit pas de voir pour croire, mais de croire pour voir. Croyez, et alors vous verrez. Vous ne pouvez pas me demander d'abandonner. Laisse-moi rester ici, 2 jours, seule. Ben voilà, ça fait le tour. Ben merci beaucoup, mon cher Christian, pour ça toutes m'a ces fait belles plaisir. suggestions. Ouais, j'espère que les gens passeront une bonne soirée. Oui, ben en fait, si vous êtes présentement en train d'écouter l'émission sur le web, écrivez-nous sur la page du Lab Secret. Au hasard, on va remettre, parmi les gens qui nous auront écrit « Je veux le livre de Christian », l'enquêteur du paranormal au cinéma. Raconte rapidement, qu'est-ce que c'est? En fait, ce que j'ai choisi dans cet ouvrage-là, j'ai choisi une vingtaine de films qui ont été basés sur des histoires vraies et qui ont été commercialisés là, de cette manière-là. Et ce sont des films sur lesquels j'ai enquêté sur l'histoire vraie qui les a inspirés, dont l'histoire de l'exorcisme, l'histoire de The Entity. Donc, c'est effectivement cet ouvrage qui retrace ces événements, qui fait un parallèle, en fait, entre le film et la version, le fait divers qui a inspiré le film. Et on en fait tirer un ici, dans la salle, parmi les gens qui sont ici. J'ai écrit un chiffre, le même chiffre que tu m'as dit tantôt. Ah, OK, c'est bon. Sur la feuille. Alors, on va faire ça quand l'émission va être terminée. On n'a pas à faire subir ça aux gens. Hey, merci beaucoup d'avoir été là. Bonne Halloween, tout le monde. On se retrouve la semaine prochaine. Bye. Merci, bye.